Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 à Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Dans une semaine exactement, vous serez appelés à voter pour les élections européennes. Un scrutin souvent mal aimé, voire mal compris des Français. Opération décryptage juste après le générique. Les élections européennes, c'est dimanche prochain, le 26 mai. Les électeurs sont appelés à voter pour l'une des 34 listes présentées en France. C'est un nombre record du jamais vu pour cette élection qui se déroule tous les 5 ans depuis 1979. Alors quel est le mode de scrutin? Quel sera le rôle des députés élus dimanche prochain? Quels sont les enjeux pour les Limousins, pour les jeunes? Que signifie être européen aujourd'hui? En quoi l'Europe influe-t-elle sur notre quotidien? Pour en parler, je reçois 4 invités. Pia Bilgard, bonjour. Bonjour. Vous êtes danoise, installée en Limousin depuis plus de 30 ans et vous êtes aujourd'hui formatrice en management interculturel. Vous êtes une européenne convaincue. Tout à fait. Thomas Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé de cours en sociologie à l'université de Limoges. Anthony Courtalac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des jeunes européens pour l'Auvergne. Vous faites notamment de la pédagogie autour des questions européennes dans le milieu scolaire. Et enfin, en duplex, depuis les studios de France 3 Aquitaine, Laurence Haribé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère régionale et sénatrice, membre de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Vous nous expliquerez notamment quels sont les liens entre l'Europe et notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Mais avant de commencer notre discussion, on va faire un petit rappel utile à une semaine de l'élection pour élire donc des députés européens qui représenteront les Français au Parlement. En quelques chiffres, regardez. Le 26 mai prochain, 79 postes d'eurodéputés sont à pourvoir en France. Le contrat est à durée déterminée, 5 ans, le temps d'un mandat. Les missions, représenter les citoyens européens, discuter, amender et voter les textes de loi proposés par la Commission européenne. Condition requise, la mobilité. Car le député européen est souvent entre 2 avions ou 2 trains. Il partage son temps de travail entre sa circonscription, Strasbourg pour les sessions plénières du Parlement européen et Bruxelles pour les réunions en commission. Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable pour exister sur la scène européenne, même si les débats et travaux sont traduits dans les 24 langues de l'Union. Profil recherché, un solide sens du compromis, car à 27 nationalités et 8 groupes politiques, il vaut mieux savoir manœuvrer pour faire avancer un dossier. Rémunération confortable, 6 600 € net, à quoi viennent s'ajouter 4 300 € par mois pour les frais généraux. L'eurodéputé dispose également d'une enveloppe pour rémunérer des assistants parlementaires. Parité oblige, le Parlement européen est l'une des assemblées les plus féminisées d'Europe avec 36% de femmes. Alors on le disait, ils sont très nombreux à briguer ce mandat de député européen. 34 listes, Thomas Marty, c'est inédit. Ce chiffre, comment on peut expliquer une telle offre pléthorique ? Alors, le fait qu'il y ait de plus en plus de listes sur les scrutins de liste, c'est une tendance générale qui n'est pas liée qu'aux élections européennes. La France est dans une situation politique où, dans plusieurs camps, on a une dispersion des partis, des organisations qui tournent autour des partis. Et donc, on le voit bien dans tous les espaces politiques, on a plusieurs façons de défendre le même point de vue, plusieurs stratégies pour le défendre. Et donc, de ce fait, on en arrive à des scores en termes de listes, de nombre de listes électorales qui sont assez incroyables. 34, c'est quand même du jamais vu et quasiment de l'inédit. Ça pose des problèmes d'ailleurs sur les panneaux d'affichage électoraux, notamment. On va rappeler le mode de scrutin, un seul tour, parce que c'est de la proportionnelle. Voilà, alors c'est un scrutin de liste proportionnel. Alors là encore, la France est assez peu habituée à ce type de scrutin, contrairement à certains de ses voisins européens. Donc les citoyens, les électeurs français sont assez peu habitués à ce scrutin. C'est sans doute une des clés aussi qui explique l'éloignement de la plupart des électeurs vis-à-vis de cette élection, même s'il y a sans doute d'autres raisons qu'on pourra aborder dans cette émission. Bien sûr. Anthony Courtalac, cette surenchère de listes, que presque on pourrait dire, est-ce que c'est un moyen d'avoir de la visibilité aussi, selon vous ? Alors, c'est un moyen pour certaines listes d'avoir une visibilité, parce qu'on peut le voir, elles se présentent alors qu'elles sont les premières à dire qu'elles n'ont pas les moyens de financer le matériel électoral, ce qui est quand même assez fou, donc en demandant d'aller plus ou moins sur Internet ou pas pour avoir le matériel. Donc, c'est une manière de visibilité, et bien souvent seulement pour des questions purement
franco-française et pas européenne. D'ailleurs, on a pu le voir dans certains clips, type les royalistes qui demandent le retour du roi, d'autres qui sont pour les animaux mais qui ne parlent pas beaucoup d'Europe. Enfin, il y a pas mal de problématiques de ce qu'on peut voir où la question européenne est totalement mise de côté et ce qui est malheureusement bien dommage pour une élection européenne. Donc pour être clair, il y a des bureaux de vote, il n'y aura pas 34 bulletins. Ah ben, plein de listes ont dit qu'elles n'auraient pas de bulletin. Donc c'est quand même, je trouve, assez bizarre de ne pas pouvoir proposer ses bulletins, son programme et aussi rien qu'une affiche. Parce que pour être venu jusqu'à Limoges de Clermont-Ferrand, on est passé par plein de petits villages et on peut voir que les affiches, elles sont très rares sur les panneaux, malgré des grands murs de panneaux pour faire 34 panneaux. J'en profite pour préciser que votre association n'a pas de représentant en Limousin, c'est pour ça que vous faites le plaisir d'être ici. Pia Bilgard, vous votez, bien sûr, en tant que Danoise résidente en France à ces élections. Ça vous inspire quoi, ce nombre de 34 listes ? Ça inspire qu'effectivement, ça devient de plus en plus nébuleux. Donc, c'est beaucoup de listes. Et puis, effectivement, pour venir ici, avant aussi, j'ai regardé un peu de plus près. Je suis complètement d'accord quand vous dites que, pour moi, il manque aussi vraiment la vraie vision de l'Europe, parce qu'on parle comme de l'Europe. Moi, je suis une Européenne de conviction. Je suis née dans une famille européenne, donc de naissance, j'ai ma famille un peu partout dispersée dans le monde. Je trouve qu'effectivement, le débat vraiment sur l'Europe doit être là et pas simplement le débat sur d'autres sujets qui sont certes importants. Mais là, les premières choses à débattre, c'est comme autour de l'Europe. Alors, Laurence Harribey, vous êtes en direct avec nous depuis Bordeaux, conseillère régionale, membre de la Commission des affaires européennes au Sénat. J'ai envie de vous demander si cette campagne électorale, est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux ? Alors, moi, je dirais que par rapport à ce que viennent de dire les collègues, je trouve que c'est un peu normal aussi qu'on parle du quotidien dans une campagne européenne, parce que l'Europe est notre quotidien. Sur le nombre des listes, il faut savoir aussi que certains de nos collègues ont fait mieux, puisque en Allemagne, on a plus de 40 listes. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le mode d'élection a changé en France par rapport à la dernière mandature, où on avait des listes sur les grandes circonscriptions régionales. Donc, tout ça fait que, immanquablement, ce qu'on peut regretter, c'est qu'en fait, on parle d'Europe que tous les 5 ans et que l'Europe devient quelque part un terrain de jeu plutôt pour des enjeux nationaux. Mais en même temps, je veux dire que la question européenne, c'est une question qui doit être inscrite dans notre quotidien. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique sociale ou de politique environnementale sans parler de dimension européenne. Donc je trouve que quelque part, c'est une évolution qui était assez logique. Maintenant, c'est évident que certains profitent de cette situation-là pour avoir une visibilité qui n'a rien à voir avec les questions européennes. Alors, on va voir ensemble les chiffres de la participation. En 40 ans, on est passé de 62 à 42% de participation. En France, c'est une baisse de 20 points. Anthony Courtalac, votre association, les Jeunes Européens, elle a notamment pour vocation d'expliquer l'Europe aux jeunes. Il y a un sondage IFOP paru cette semaine qui dit qu'ils sont 3 sur 4 à ne pas avoir l'intention d'aller voter chez les 18-25 ans. C'est décourageant pour vous ? Alors, décourageant, on ne peut pas dire que c'est décourageant parce que ça ne vous empêche pas d'être sur le terrain. Oui. Après, inquiétant, on peut dire que c'est inquiétant. Par contre, compréhensible, ça peut l'être aussi. Parce que comme disait madame, c'est vrai que quand on se retrouve avec les élections européennes qui sont seulement traitées donc au dernier moment, avec la période officielle de campagne, et aussi, on a pu voir des partis qui donnent leur liste seulement le 3 mai parce qu'ils n'ont pas le choix, sa date butoir. Et leur programme ils donnent aussi, leur programme bien après. Il y en a certains, c'est juste la semaine dernière. Donc on voit bien comment intéresser les gens à l'Europe. Et quand on entend le discours, les listes nationales, je pense aussi, mais des questions nationales beaucoup plus. Alors qu'avant, il y avait des représentants, ça permettait d'avoir des liens. Peut-être pas toujours, mais ça aide quand même sur l'ensemble du mandat et aussi les médias. Je sais que le service public fait beaucoup, notamment... Il y a un bureau à Bruxelles, à France 3. Il y a un bureau, il y a aussi en début de semaine, mardi, où France Info a diffusé le débat entre les Spitzenkandidaten, donc les têtes de liste aux élections européennes, enfin quelque chose qui, normalement, devrait intéresser tout le monde, qui est vraiment ce qui va se jouer au Parlement européen. Et tous les autres médias n'en parlent pas de ces questions européennes. Et c'est aussi ça, d'en parler tous les jours. Et Pia Bilgard, chez vous, au Danemark, est-ce que ça
prend plus, est-ce que ça intéresse plus les citoyens danois que visiblement ici en France? Alors, la question est intéressante parce qu'effectivement, mon travail, c'est d'enseigner les grandes entreprises françaises et scandinaves pour collaborer mieux ensemble. Et donc, du coup, dans le cadre de ce travail-là, j'interviens beaucoup sur le CAC 40, aux grandes écoles également. En fait, tout l'art est d'amener les gens à collaborer ensemble. Au Danemark, chez moi, on approche des 60% des gens qui votent. Ce qui est pour moi pas étonnant, parce que ça reflète aussi un peu la pensée scandinave, ou danoise en tout cas, de dire tout seul, on est vraiment des petits pays, et ensemble, on est beaucoup plus grands. Donc je pense que le débat qui est là aussi par rapport à la France, est-ce que les élections européennes intéressent la France? Chez moi, par exemple, tout le monde parle en anglais. Parce que, bon, en gros, parce que personne ne parle le danois ou le suédois. Donc effectivement, on parle tous des langues étrangères. Je trouve qu'il manque peut-être un petit peu ici en France, alors que c'est un pays que j'adore, c'est un pays qui me fait vivre, dans lequel j'ai eu mes 2 enfants. C'est un très beau pays, la France. Mais je trouve peut-être cette ouverture, du coup, manque un petit peu. Parce que je rappelle quand même que l'Europe, c'est vrai que c'est l'Europe en tant que la Commission européenne. Je suis élue aussi ambassadeur pour la Commission européenne dans le cadre de mon travail. Mais l'Europe existait déjà comme continent. On est à 7 continents dans le monde. C'est un continent en tant que continent qui existe avec 700 millions de personnes et quelques. Et l'Europe des 28, c'est 500 millions de personnes qui existent ensemble. Et que je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut se fermer contre ça. Donc au contraire, je pense qu'il faut encore ouvrir plus. Et c'est vrai que, puisque vous vous demandez, oui, je pense qu'effectivement, en Scandinavie, au Danemark, on a peut-être cette ouverture d'esprit finalement d'aller ailleurs, de marchander ailleurs, de parler des langues, etc. Ce qui ne va pas dire qu'on perd notre nationalité à cause de ça. En aucun cas, on perd notre nationalité. Mais c'est vrai que l'ouverture d'esprit, l'ouverture des frontières est importante. Moi, je suis assez choquée, que ce soit là-bas ou ici, quand j'entends parler de fermeture des frontières. Premièrement, parce que la France... C'est une régression pour vous? Pour moi, c'est une régression. Premièrement, parce que la France telle est construite aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. Je vous rappelle quand même que sous Charlemagne, la France elle faisait des frontières dans l'Espagne, en Italie, en Autriche, etc. Donc, qui est-on aujourd'hui pour dire, du coup, on ferme nos frontières? C'est un peu dangereux. Thomas Marty, on évoquait tout à l'heure le fait que ce débat tourne au débat franco-français alors que c'est une élection européenne. Il y a une part de responsabilité de la part des responsables politiques aussi pour vous? Oui, alors il y a surtout une conjoncture qui fait que, puisqu'on est dans une élection à dimension nationale, comme l'a rappelé Laurence Harribey tout à l'heure, on est sur un scrutin de liste national. Et ça, c'est une nouveauté. C'est ce qui se fait aussi ailleurs, parfois en Europe. Mais auparavant, et notamment les dernières élections de 2014, on était sur des grandes circonscriptions. Mais nous, on était centre Auvergne-Limousin. On était centre Auvergne-Limousin, une grande circonscription centre, et pas loin de nous, dans la région, enfin dans l'actuelle région Nouvelle-Aquitaine, on avait une grande circonscription sud-ouest, à cheval sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, où on a eu un vrai débat politique avec des têtes de liste europhiles ou eurosceptiques comme Jean-Luc Mélenchon ou José Bové. Et donc il y a eu une vraie dynamique. Et par exemple, alors donc ça c'était dans la circonscription sud-ouest, mais dans notre région Limousin, donc qui appartenait à la région centre, la région Limousin était la seule région qui a dépassé les 50% de participation aux élections de 2014. Alors tout simplement pour quelles raisons? Alors, sans doute parce qu'il y avait une conjoncture politique locale qui faisait que la participation était un peu plus haute, mais aussi parce que les questions européennes ont intéressé, en bien ou en mal, positivement ou négativement, les citoyens limousins à l'époque. Et donc là, on avait une vraie campagne politique. Et voilà, une partie de la classe politique avait su intéresser, encore une fois en bien ou en mal, mais dans un mode de scrutin et dans une configuration politique qui était un petit peu différente. Alors après, c'était une participation qui n'était pas non plus énorme, mais le Limousin avait quand même pu passer simplement les 50%. Laurence Harribey, on évoquait ce chiffre tout à l'heure de 77% des 18-25 ans qui comptent s'abstenir dimanche. Vous avez participé à des cycles de conférences à la Maison de l'Europe en Aquitaine notamment. Comment faire pour que les électeurs se sentent plus concernés par ces questions ? Je crois que dans ce qui a été dit, il y a 2 choses intéressantes. Notre amie danoise montre bien en fait que finalement, plus on est fermé sur soi-même, moins on s'intéresse aux autres et plus on a peur des autres. Donc, quelque part, la première manière d'intéresser les gens à la question européenne, c'est de les faire participer à la dimension européenne. Et je crois que dans ce domaine, les questions de jeunesse, les questions d'échange de jeunes apprentis, les questions de coopération entre les entreprises, c'est
fondamental pour donner envie de développer des relations européennes, et puis pour se dire que finalement, en s'ouvrant sur les autres, on devient aussi quelque part plus fort, on apprend à se connaître. Et la deuxième chose, c'est de montrer que l'Europe, elle est dans le quotidien. Aujourd'hui, et c'est très intéressant ce qui a été dit sur l'ex-grande circonscription où il y avait le Limousin, c'est que s'il y a aussi eu un intérêt pour l'Europe, c'est que l'Europe était peut-être un peu plus visible sur les terrains, sur le territoire, en particulier autour des projets de développement. Aujourd'hui, vous n'avez pas une mission locale en France qui n'est pas financée en partie par l'Europe. Vous n'avez pas une maison de santé pluridisciplinaire en milieu rural qui n'est pas financée par les crédits européens. Vous avez de plus en plus de soutien aux entreprises, à l'innovation, à la recherche. L'université de Limoges, par exemple, bénéficie de crédits européens. Et je crois qu'à partir du moment où on fait vivre cette coopération, immanquablement, on devient européen. Notre amie danoise le disait, moi j'ai eu la chance, pour ma part, à 25 ans, de démarrer dans la vie active en étant secrétaire général d'une ONG européenne. Eh bien, de fait, à partir du moment où on vit 5-6 ans une expérience européenne, on ne peut plus regarder l'Europe de la même manière. Et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait commencer par ça et pas simplement parler de l'Europe tous les 5 ans. J'en profite pour signaler que dès lundi soir sur notre antenne, vous découvrirez une série de reportages dans lesquels on voit très concrètement ce que l'Europe apporte au Limousin au niveau de l'agriculture, au niveau des zones rurales, au niveau de l'emploi. Alors ces députés que nous sommes appelés à élire dimanche, il faut donc siéger au Parlement pour une durée de 5 ans. Le Parlement, c'est l'une des institutions les plus importantes de l'Union européenne, mais ce n'est pas la seule. À quoi sert-il? Comment son pouvoir s'articule-t-il avec les autres? Voici quelques explications. L'Europe, c'est un triangle institutionnel un peu compliqué. Un triangle avec 3 institutions interdépendantes. D'abord le Parlement, il représente les citoyens européens. Ensuite la Commission, en quelque sorte l'administration. Elle est choisie par les États, mais validée par le Parlement, qui peut aussi la révoquer. Enfin le Conseil, ce sont les États, car l'Union européenne, c'est avant tout une construction permanente entre les pays membres. Le Parlement, eh bien son rôle, c'est de voter des lois. Dans le langage européen, ce sont des règlements et des directives. Ces textes, ils sont proposés par la Commission. Le Parlement les épluche, les amende, il les vote, mais au final, le texte ne sera adopté qu'avec l'accord du Conseil, c'est-à-dire des États. C'est ce qu'on appelle la codécision. Les compétences du Parlement n'ont cessé de croître depuis qu'il est élu au suffrage universel, en 1979. Il y a plus de démocratie, c'est vrai, mais l'Europe reste bien compliquée pour les citoyens. On parle toujours de Bruxelles, avec l'image négative d'une nébuleuse éloignée des Européens. Alors, une nébuleuse éloignée des Européens. Thomas Marty, est-ce que la méconnaissance de ces institutions, c'est un échec partagé de peut-être la classe politique, de l'Europe elle-même qui ne sait pas se vendre, entre guillemets, du système éducatif qui n'en parle pas assez? Comment on peut expliquer ça? Alors, échec de la classe politique, sans doute, puisque en termes de recrutement des futurs élus ou même des anciens élus, il y a toujours eu un problème dans l'accession au Parlement européen. Il y a un peu plus de turnover dans les élections européennes que dans, par exemple, les élections à la députation en France. Donc les députés européens ont du mal à se professionnaliser, à se spécialiser. Et je pense que Mme Arribé pourra le confirmer, mais ailleurs en Europe, les autres pays envoient généralement, l'Allemagne notamment, des députés européens. C'est ce que montrent les travaux de sociologues comme Sébastien Michon, envoient des députés européens qui sont plus longtemps députés européens et qui ont le temps de maîtriser les institutions, d'avoir un poids politique aussi sur les affaires européennes dans leur propre pays. Donc ça marque une vraie différence. Et on le voit sur la campagne électorale française actuelle. Les principales têtes de liste, hormis Nathalie Loiseau, sont des têtes de liste relativement nouvelles, qui parfois font des bonnes campagnes, mais sont des têtes de liste relativement nouvelles, qui généralement sont placées là pour des raisons X ou Y, mais généralement pour des raisons qui ne sont pas liées à leurs compétences européennes, mais qui sont liées à un cursus au sein de leur formation politique, ce qui est louable, mais ce qui en même temps ne favorise pas la professionnalisation d'une classe politique
françaises spécialisées sur l'Europe. Laurence Harribey, on parle souvent de recasage, pour dire les choses clairement. Est-ce que vous regrettez que justement, il n'y ait pas une véritable classe politique européenne qui émerge ? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un problème relativement franco-français. C'est vrai qu'en France, on a pris l'habitude d'envoyer au Parlement européen soit des gens qui ont été recasés sur le plan politique, soit finalement des gens qui se servaient du Parlement européen pour avoir une base de politique nationale. Vous savez, les Allemands disent un député européen, en fait, il faut qu'il fasse 3 mandats. Un mandat pour apprendre, un mandat pour être efficace et un mandat pour passer le relais. Et quand on regarde un petit peu les parlementaires européens des différents pays, on se rend bien compte que ceux qui sont efficaces et qui font avancer les décisions et les politiques européennes, bien c'est souvent ceux qui ont un peu d'expérience, parce que c'est vrai que travailler à 28, voire 27, c'est pas facile, que c'est un apprentissage interculturel, parce que les traditions politiques sont pas les mêmes, les modes de décision sont pas les mêmes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je crois, c'est que en fait, on a eu trop l'habitude en France de dire, quand on rentre d'un conseil européen, on dit tiens, j'ai obtenu ça pour la France quand c'est quelque chose de positif, et puis quand c'est quelque chose qui peut plus poser problème, on dit ah ben l'Europe n'a pas voulu. Et donc avec ce genre de raisonnement, ben on fabrique ce qu'on appelle un bouc émissaire. Et là, je crois qu'on a un problème de maturation et de maturité de la classe politique vis-à-vis des questions européennes. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je regrette l'abandon des grandes circonscriptions régionales, et j'aurais voulu que cette fois-ci, elles soient à l'image des grandes régions, parce que ça permettait aux députés européens d'avoir un lien direct avec le territoire, et réciproquement aux élus locaux d'avoir un lien direct avec des députés européens. Et comme en plus l'essentiel des politiques européennes aujourd'hui se décline sur les territoires, eh bien ça permettait d'avoir une articulation région-Europe, en ayant bien entendu l'arbitrage de l'État quand c'était nécessaire. Et je trouve qu'on aurait pu construire quelque chose qui avait du sens. Merci. Anthony Courtalac, pour créer ce sentiment d'être concerné, votre association, elle a des propositions concrètes, par exemple. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, donc, nous, on agit pas mal. Alors, on fait des conférences, débats, des débats dans les bars aussi avec des intervenants, mais surtout, on va dans les écoles avec le programme Europe par les jeunes, donc un programme labellisé par l'Éducation nationale. Et donc là, on va faire de la pédagogie. Donc, pédagogie, c'est aller expliquer ce qu'est l'Europe. Et d'ailleurs, quand on demande aux jeunes pourquoi ils ne vont pas voter, essentiellement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas les enjeux. Et ça, comme on a pu dire tout à l'heure, c'est une problématique, on n'en parle pas assez donc en France, notamment les partis politiques n'en parlent pas assez, donc les médias n'en parlent pas assez, et il n'y a pas toute cette pédagogie. Et par exemple, on a une des propositions des jeunes européens, parce qu'on a fait des propositions, on est une association, mais on est là aussi pour, force de proposition. Pour être force de proposition, et avec ce gros mot qu'on utilise souvent, mais des fois ça a bon escient, c'est le lobby. On essaie d'aller vers les partis lobby pour leur dire il faut accentuer l'action. Et par exemple, on est pour qu'il y ait une éducation civique européenne, pour que les gens puissent connaître comment fonctionne l'Union européenne. Et réellement, l'Union européenne, ce n'est pas compliqué quand on va dans les écoles. La semaine dernière, j'étais encore dans un lycée, et en leur montrant des images, donc de manière très pédagogique, je leur disais qu'est-ce que l'Europe a pu faire pour, par exemple, ce petit chat, qu'est-ce qu'il a pu faire pour votre téléphone. Et en discutant, par exemple, ils ne savaient pas que les frais d'itinérance qui ont été supprimés l'année dernière quand on va dans un autre pays européen pour la téléphonie mobile, qu'on ne paye plus de frais, ils pensaient que c'était leur opérateur qui, d'un coup, avait été gentil après des années à ne pas... Ils ont été contraints, en fait. Voilà. Et en fait, ils ont été contraints au 1er juin. Donc ça, il faut le savoir. Mais la problématique, comme vous disiez au départ, il n'y a pas assez de communication, et en particulier de la Commission européenne et du Parlement européen, qui, ça fait seulement 1 an et demi, en gros, avec la montée du populisme en Europe et autres, qui sont quand même un petit peu réveillés en disant peut-être falloir qu'on communique, parce qu'à force, on dit c'est la faute de l'Europe, mais c'est pas le cas. Alors on approche de la fin de cette émission. Chignal, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, pour parler d'Europe sur le service public. Pia Abildgaard, vous le disiez, la montée des populismes, ça va être sûrement un des enseignements du scrutin, même si on ne peut pas prévoir l'avenir, mais c'est quelque chose qui vous inquiète en tant qu'Européenne convaincue, justement ? Alors, le montée du populisme, évidemment, mais par contre, l'autre, dans toute sa splendeur, absolument pas. Moi, je suis quelqu'un qui est pour les gens, la diversité dans le monde, et on a la diversité. En fait, le constat que je fais quand je suis en entreprise, c'est que, exactement ce que disait Laurence, c'est qu'en fait,
l'inconnu fait peur. Mais le connu ne fait pas peur parce que le connu, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est ce que je dis souvent aux gens. Et à partir du moment où on amène les gens à connaître ça, ben voilà, les gens commencent à se sentir rassurés. Je voudrais quand même encore une fois revenir sur ce que c'est l'Europe. L'Europe existe depuis tout le temps. Oui. L'Europe, c'est quelque chose, mais l'Europe, c'est aussi, comme disent plein de gens dans leur programme. Alors moi, j'aime pas le mot bouclier, mais effectivement, on a la grande puissance des pays asiatiques, c'est 4,5 milliards de personnes. L'Inde, c'est 1,3 milliard. L'Afrique, c'est 1,3 milliard. C'est des chiffres extraordinaires. Est-ce qu'on pense réellement que la France, avec ses 67 millions de personnes, peut faire face à ça? Il y a un manque de modestie pour vous, quelque part, de ce pays au passé glorieux peut-être, ou d'ignorance. Et ce que j'aimerais également dire, c'est que quand je lis les programmes, je n'ai pas lu le 34 parce que c'est un peu difficile de les avoir, mais quand je lis les programmes, focusons aussi sur ce qui est positif sur ce qui a été fait. Laurence disait, moi je ne savais pas effectivement ce qu'il fait déjà. Il y a plein de choses qui sont faites déjà. Mes 2 enfants, ils ont fait des programmes européens, ils sont partis avec Leonardo, avec etc. Erasmus, il y a plein de choses qui existent. Alors ça, c'est peut-être un peu culturel, mais j'aimerais voir aussi quelque chose qui dise « Eh ben on a fait ça, eh ben on a fait ça, eh ben on a fait ça, eh ben on a fait ça ». Si moi j'interviens en formation, je vais toujours sur le côté positif. Et ça, c'est peut-être une toute petite chose qui me manque un tout petit peu ici. Parce que regardons aussi en arrière en disant depuis 70 ans, comme dit mon frère souvent, qu'est-ce que ça aurait été si on n'a pas fait tout ça? Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pia Billgarde. Je rappelle une citation qui m'a beaucoup plu, que j'ai vue en réalisant cette émission, de la journaliste Marion Van Ruttergam, qui dit « L'Europe est l'ensemble régional le moins inégalitaire du monde, où les normes environnementales, sociales et sécuritaires sont les plus élevées. On a peut-être tendance à l'oublier. » Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Tout de suite, le Flash Info, puis Francis Letellier reçoit Nathalie Loiseau, tête de liste aux Européennes, justement. On se retrouve dans 2 semaines, puisqu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine pour cause de scrutin. On parlera du patrimoine religieux en Limousin. Très bon dimanche à tous. Merci.